Aujourd'hui, on parle dispersion de la lumière et je vais vous raconter une histoire qu'aucun prof de physique du secondaire n'a le temps d'aborder avec ses élèves. Cette histoire raconte pourquoi la composante violette de la lumière est plus déviée que la composante rouge quand la lumière blanche traverse un prisme ou tout autre milieu dispersif. La seule explication correcte du phénomène de réfraction est celle qui a été donnée par le célèbre Richard Feynman. Si après avoir vu cette vidéo, tu n'as pas envie d'étudier la physique, je n'y comprends rien. En tout cas, cette vidéo est une belle application de la physique ondulatoire et de ton cours de fin de secondaire, dans lequel tu as appris les notions d'onde, de principe de superposition des ondes et de déphasage. Avant toute chose, tu dois savoir qu'on repère la couleur de la lumière par sa longueur d'onde ou par sa fréquence. Sur ce spectre, tu peux voir toutes les fréquences visibles par l'œil humain, depuis la plus petite, 380 THz, jusqu'à la plus grande, 750 THz. Donc, si je balaie toutes les fréquences de la lumière, je passe par toutes les couleurs. Et ça, c'est le point à retenir. Une couleur de la lumière correspond à une fréquence caractéristique. Dans notre vidéo précédente, on a défini l'indice de réfraction comme étant le rapport entre la célérité de la lumière dans le vide et la célérité de la lumière dans le milieu qu'elle traverse. Sauf que cette relation ne dépend pas de la fréquence, et donc elle ne peut pas expliquer le fait que la lumière violette soit plus fortement réfractée, déviée que la lumière rouge. Et donc on doit faire appel à une théorie plus complète qui définit l'indice de réfraction comme étant une valeur fonction de la pulsation. Alors tu connais normalement ce qu'est la pulsation. Généralement, si on est dans le cercle trigonométrique, on préfère parler de pulsation, tandis que quand on fait référence au phénomène physique, on parle alors plutôt de fréquence, puisqu'ici il s'agira de la fréquence à laquelle la lumière fait osciller la matière. Mais on en reparle dans un instant. Donc, dans cette théorie plus complète, l'indice de réfraction dépend de la pulsation de la lumière, c'est-à-dire de sa fréquence, et il est défini comme étant le rapport entre la célérité de la lumière dans le vide, ça c'est comme avant, mais au lieu de diviser par la célérité dans le milieu, on divise par ce qu'on appelle la vitesse de phase de l'onde. Alors tu connais d'autres milieux dispersifs, les diamants, évidemment, ou bien beaucoup plus accessibles, les gouttelettes d'eau qui sont responsables de l'apparition des arcs-en-ciel. Alors attaquons les choses sérieuses. Considérons une onde lumineuse monochromatique rouge qui arrive vers une plaque de verre. L'onde est donc monochromatique, une seule couleur, une seule fréquence, pour faciliter l'explication. Le truc à comprendre, c'est que quand cette onde rencontre les électrons du verre, elle va parvenir à les mettre en vibration. Et on se retrouve avec des charges électriques qui oscillent, et qui, comme on le sait, créent autour d'elle un champ électrique oscillant. Pour des raisons qui dépassent le cadre de cette vidéo, il se fait que les champs électriques engendrés par le grand nombre d'électrons qui vibrent, vont tous se détruire, sauf dans la direction perpendiculaire au plan de vibration de ces électrons. Et c'est cette onde secondaire qui est dessinée en bleu et qui se propage autant vers la gauche que vers la droite. Alors, as-tu une idée de ce que représente cette onde qui se balade vers la gauche et qui vient donc à la rencontre de l'onde incidente ? En fait, il s'agit de la lumière qui est réfléchie par la plaque de verre. Et donc, c'est magique. L'info que tu vois sur le plan d'eau ici est générée par la vibration des électrons du plan d'eau, et ces vibrations sont elles-mêmes générées par les lumières de la ville. C'est beau, non? Bon, il y a l'onde secondaire qui revient vers l'arrière, mais il y a aussi l'onde secondaire qui se propage dans le même sens que l'onde incidente à l'intérieur de la structure de verre. Ces deux ondes vont donc s'additionner. Nécessairement, elles ont la même fréquence, puisque l'onde secondaire est générée par la vibration des électrons, qui est engendrée par l'onde incidente, donc on ne change pas de fréquence. Par contre, si tu remarques cette onde secondaire, elle est déphasée de 90 degrés par rapport à l'onde incidente. L'onde secondaire est à 0 ici, alors que l'onde incidente est à 0 ici. Donc entre les deux, il y a un déphasage dans l'espace d'un quart de longueur d'onde, et donc dans le cercle trigonométrique, d'un quart de 2π, c'est-à-dire de 90 degrés. Donc il y a un déphasage entre cette onde secondaire et l'onde incidente. Et ces deux ondes vont s'additionner pour donner une onde résultante. Alors si on s'intéresse à cette onde résultante, tu vas voir qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Je te transporte ici sur la merveilleuse chaîne YouTube dont je te parlais tout à l'heure et dont je mettrai bien sûr le lien en bas de cette vidéo, et regarde un peu le travail. Alors si tu as eu un cours sur les ondes, tu sais que quand on joue sur la constante de phase, on joue sur la position des crêtes de l'onde.
Donc si on fait varier ici la constante de phase, de fait, la position des crêtes est modifiée. Et mathématiquement, on peut montrer que l'onde résultante dont on parlait tout à l'heure, qui est donc l'onde résultante entre l'onde incidente et l'onde secondaire produite par la vibration des électrons, va engendrer une onde qui garde bien sûr la même fréquence, mais qui est par contre déphasée par rapport à l'onde incidente. Et ce déphasage, la valeur du déphasage, va dépendre de l'amplitude de l'onde secondaire. Alors on obtient ceci. Donc si on prend un déphasage de 0,80 de façon arbitraire et qu'on ajoute progressivement des couches de verre, à chaque passage dans une nouvelle couche de verre, l'onde est un petit peu déphasée. Ce qui donne ceci. Si on joue sur la valeur du déphasage, alors tu vois que tout se passe comme si l'onde ralentissait différemment, plus le déphasage est grand, et plus l'onde a tendance à ralentir, puisque plus ses crêtes se rapprochent. Mais alors on voit quand même quelque chose de particulier, ça ne ressemble pas à quelque chose de naturel, et ça vient du fait que les couches qu'on a considérées ici sont trop épaisses, et donc c'est trop loin de la réalité. Ce qu'on va faire, c'est augmenter le nombre de couches, tout en diminuant la largeur de chacune d'elles. Ici, on a 16 couches dans un premier temps. Si on passe à 32, voilà ce qu'on obtient. Puis à 64, puis à 128, puis à 256. Et tu vois que ça devient beaucoup plus réel, évidemment, et que progressivement, tu remarques que tout se passe comme si l'onde, quand elle entre dans le milieu, ralentit puisque ses crêtes se rapprochent les unes des autres. Donc en fait, quand tu es dans le secondaire, que tu as juste 15 ans, on ne peut pas t'expliquer tout ça, on te dit que la lumière freine quand elle entre dans le verre. Mais pour de vrai, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est donc une addition de deux ondes, déphasées l'une par rapport à l'autre, et qui va donner un déphasage résultant, qui fait que tout se passe comme si l'onde ralentissait. Alors, puisqu'on peut montrer que la valeur du déphasage dépend de l'amplitude de l'onde secondaire, la question à se poser, c'est comment se fait-il que les fréquences différentes vont créer des vibrations plus ou moins importantes des électrons? Alors pour ça, il y a une analogie intéressante qui est celle de la balançoire. Si l'adulte qui pousse l'enfant, et qui est donc considéré comme étant l'excitateur, donne une amplitude de vibration de plus en plus importante à la balançoire, alors c'est qu'il pousse la balançoire à la bonne fréquence, qu'on appellera la fréquence ou la pulsation de résonance. Et on la notera donc ωr. Alors les phénomènes de résonance sont bien connus, je vous invite encore à venir voir cette vidéo dont je donnerai le lien en descriptif. Il s'agit de l'inauguration du pont Millennium de Londres et la fréquence des pas de la foule s'est calquée sur la fréquence propre du pont et ça a bien évidemment donné des sueurs froides aux ingénieurs et probablement aussi aux visiteurs. Voilà, à mon avis, l'expérience devait être un petit peu flippante quand même. Et donc, si on en revient à notre balançoire, l'excitateur, lui, ici l'homme qui pousse la balançoire, peut choisir de pousser à une autre fréquence, à un autre rythme, mais évidemment ce sera beaucoup moins efficace. Et l'excitateur modélise ici la lumière. Et donc la fréquence à laquelle on pousse la balançoire sera notée F ou, si on prend la pulsation, oméga L, L signifiant light. Alors on peut montrer que l'amplitude de vibration des électrons est fonction des caractéristiques de la matière via ce fameux terme ωr, qui est donc la pulsation de résonance de la matière, et fonction évidemment de l'excitateur, c'est-à-dire de la lumière incidente, avec la pulsation de cette lumière incidente. Alors on voit que si la fréquence de la lumière incidente augmente, cette fréquence qui en pratique est beaucoup plus petite que la fréquence de résonance, alors le dénominateur va diminuer et donc forcément l'amplitude de vibration des électrons va augmenter. L'onde secondaire sera donc plus forte et le déphasage également, ce qui va conduire à une onde résultante dans le verre de plus en plus resserrée au fur et à mesure de l'augmentation de la fréquence de la lumière, et donc tout se passe comme si la lumière violette de grande fréquence ralentissait plus fort que la lumière rouge, qui a une plus petite fréquence. On en déduit donc que l'indice de réfraction du verre est plus grand pour la lumière violette que pour la lumière rouge. Le violet est donc ralenti plus fort que le rouge, en vrai déphasé plus fort que le rouge, et donc la réfraction, la déviation du violet est plus grande que la déviation du rouge quand la lumière passe à travers un prisme. Magnifique histoire donc que le groupe britannique a mis à l'honneur, probablement sans connaître toute l'histoire, sur sa célèbre pochette.
Félicitations si vous êtes parvenu jusqu'au bout de la vidéo, si vous avez tenu le coup, bravo, mais je trouve que c'est quand même une belle histoire. Bon courage dans votre apprentissage de la physique, à bientôt.